Cet ouvrage, je l'avais imaginé pour les personnes malades qui n'ont pas envie de s'encombrer la tête ni les bras d'un pavé, hein, donc dans un lit d'hôpital par exemple, quelque chose qui soit facile à lire, qui soit pas trop long, mais qui résume toute la philosophie de ma démarche, de ma manière de voir les choses. Voilà. Donc, j'ai demandé à Geneviève si on pouvait faire quelque chose qui soit aussi accessible financièrement. Et puis, nous avons fait ce travail commun, cette espèce de- de- d'ouvrage assez simple qui, effectivement, est une introduction à mon travail. Et puis, ton dernier ouvrage, Les maladies, leur sens, le remède, alors ça, c'est quasiment une encyclopédie. Presque, hein. Il faut, j'ai pas tout dit, hein. Il y a des choses à compléter, mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, hein. Et dans les 700 pages que tu proposes là, il y a une organisation, une présentation qui est par fonction organique du corps, comme par exemple le psychisme, le système digestif, le cœur et les vaisseaux. Ce Oui. qui caractérise cet ouvrage, c'est l'écriture qui est simple, c'est accessible, et puis, bien évidemment, quand on parle de remède, toi, tes propositions sont sur l'homéopathie, les élixirs floraux et la phytothérapie. Oui, Ce qui oui, est intéressant également dans cet ouvrage, c'est que c'est une source inépuisable de propositions d'évolution personnelle. oui, oui, oui. Je suis heureux que tu l'aies ressenti ainsi. Bon, d'accord. Bien évidemment, vous pouvez passer à la librairie pour l'acquérir, même en ces temps de liberté mentale. Alors, pour information, la conférence est enregistrée. Vous pourrez poser vos questions en ligne et si c'est possible, à la fin, je tâcherai de vous donner la parole. Dès à présent, je vais user de mon privilège d'animateur, Philippe, pour poser 3 questions. Oui. Tu réponds quand tu veux. C'est comment est né ce livre? Alors, Et oui, ben, je réponds tout de suite à la première question. Ce livre est né de la demande de Geneviève, mon éditrice, qui depuis des années me disait, il faut que tu fasses un dictionnaire. Et ce à quoi je répondais, Geneviève, tu es bien gentille, enfin on se connaît bien, on se tutoie, tu es bien gentil, mais l'homéopathie ne rentre pas dans un dictionnaire parce que l'homéopathie, on va en parler un petit peu ce soir, ne soigne pas des maladies, elle soigne des malades. Et donc il est difficile de faire des équations, telle maladie égale tel remède. Et puis, son insistance aidant, je me suis dit que c'est vrai que ça pourrait rendre service. Le fait aussi que j'avance en âge s'est doublé d'un désir de transmettre. Et du coup, je finis par me prendre au jeu et à me dire, bon, nous allons essayer. Mais au lieu de le mettre par ordre alphabétique avec les redondances qu'on aurait imaginé, à savoir glomérulonéphrite d'un côté et puis insuffisance rénale de l'autre, donc sous la lettre G, sous la lettre I, je me suis dit, on va partir dans tous les sens. Je préfère garder une organisation, donc organe par organe, pour garder une cohérence. Donc, c'est ce qui m'a guidé dans l'élaboration, hein, de cet ouvrage, de garder suffisamment de cohérence pour que ce soit clair, accessible, et aussi que chacun puisse faire la synthèse tout en disposant de remèdes, enfin de recettes entre guillemets, qui, pour, qui peuvent dépanner dans des situations, comment dire, soit d'urgence ou des situations de maladie que chacun peut essayer de soigner par lui-même, hein. Voilà. combien de temps de travail ça t'a représenté? Alors, la rédaction elle-même du livre a été, on va dire, ça m'a pris 3 à 4 ans, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais bon, sachant que 3 à 4 ans, ce sont des années, l'écriture se fait dans les moments libres. Euh, C'est-à-dire, bon, les moments libres d'un médecin un peu occupé, c'est toujours un peu compliqué. Par bonheur, je n'aime pas regarder la télévision, hein. Donc, ça m'arrange bien, ça me libère beaucoup de temps. Et donc, mes soirées étaient occupées à la rédaction de ce livre. Voilà.
Et puis, une dernière question, mais tu n'y réponds pas tout de suite, tu peux y répondre dans le flux de ta conférence. C'est quel conseil tu nous donnerais pour renforcer nos défenses immunitaires? Voilà, merci, bonne conférence. Eh bien, merci. Merci à toi. Merci à vous d'être présents ce soir. Et une fois n'est pas coutume, je pense qu'un certain nombre parmi vous ont déjà assisté à mes conférences. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un peu plus ce soir de l'homéopathie. J'en parle très peu. Dans mes ouvrages précédents, j'en parlais très peu. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça pouvait être utile. Et surtout, ça va ça va vous permettre de comprendre comment l'homéopathie m'a aidé à cheminer dans mon raisonnement, dans mes découvertes, parce qu'à chaque étape de mes découvertes, elle a joué un rôle essentiel. Et si j'en suis arrivé aujourd'hui à cette vision de la maladie, à cette conception que je propose, c'est grâce à l'homéopathie, à la fois de façon théorique, hein, mais aussi de façon pratique par la confirmation qu'elle m'apporte de mes hypothèses. Donc, je vais vous parler d'homéopathie, mais pas seulement, hein. Rassurez-vous, nous n'allons pas consacrer toute la soirée à cela, mais je vais quand même en parler un peu pour introduire le propos. Donc, l'homéopathie a été découverte il y a un peu plus de 2 siècles par Samuel Hahnemann, qui était un médecin allemand, qui en 1790 était peu satisfait de la médecine allopathique de son époque, hein. Donc déjà, vous imaginez, 2 siècles auparavant, voilà, il n'était pas satisfait des résultats. Et pour survivre, hein, parce qu'il travaillait peu du fait de sa réticence à utiliser l'allopathie, pour survivre, il traduisait des ouvrages. C'était quelqu'un de très érudit, très cultivé, qui parlait couramment 6 langues étrangères, enfin les 6 langues européennes, qui avait aussi des compétences en chimie, ce qui est intéressant et on va le voir par la suite. Et du coup, en traduisant un texte d'un Anglais qui s'appelait Cullen, cet Anglais disait que la quinine était très intéressante pour soulager les brûlures d'estomac. Or, la quinine, à l'époque, on l'utilisait comme on utilise l'aspirine aujourd'hui, hein. Donc, quand il y a un peu de travers, un peu de fièvre, voilà, on utilisait la quinine. Or, aujourd'hui, on parle d'hydroxychloroquine, mais c'est quand même un dérivé de la quinine, hein, un produit de synthèse. Donc, c'est toujours la même chose, hein. C'est donc un peu d'actualité, revue et corrigée. Et, donc la quinine était utilisée très largement utilisée à l'époque pour soigner les grippes, les infections virales, etc. Et chaque fois qu'Hahnemann, comme tout un chacun, prenait de la quinine, ça lui flanquait des brûlures d'estomac. Alors il s'est dit, comment se fait-il que la même substance puisse guérir chez l'un ce qu'elle provoque chez l'autre, hein? Et donc cette question l'a amené à imaginer que ça pouvait être une question de dosage. Et effectivement, on le voit, comment dire, par exemple, si vous prenez de l'alcool à faible dose, ça a un effet excitant. À forte dose, vous êtes complètement abattu. Il y a une espèce d'effet un peu diphasique de la substance. C'est pareil pour le café. Le café, bon, a un effet excitant. Moi, je connais un certain nombre de personnes dans mon entourage qui prennent du café le soir. Ça ne les empêche pas du tout de dormir, au contraire, hein, parce qu'il y a un seuil de sensibilité, hein, qui n'est pas le même. Et à partir de cette idée de seuil de sensibilité, il s'est dit qu'il y avait peut-être un phénomène d'inversion de l'effet de la substance en fonction de la dose utilisée, et il a imaginé un procédé de dilution-dynamisation. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est assez technique, mais il en arrive, si vous voulez, à des doses qui sont vraiment infinitésimales. Et eh bien, le, comment dire, il a vérifié effectivement ce qu'il appelle la loi de similitude, hein, ce sur quoi il a fondé sa pratique, à savoir que pour guérir un malade, il suffit de lui donner une faible dose de la substance qui, à plus forte dose chez un sujet sain, provoquerait les mêmes symptômes que ceux que présente ce malade. Voilà. Donc, les semblables guérissent les semblables.
C'est juste une question de solution et dans le problème. Bon, mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, à partir de, de ce postulat, il a voulu l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il a eu l'idée comment dire, d'expérimenter sur lui-même les substances toxiques pour en noter plus finement les effets, et donc en prenant à petite dose répétée. Et donc il notait les symptômes qu'il ressentait en s'intoxiquant volontairement, en prenant certaines substances à petite dose mais répétées. Et ensuite, il proposait à ses patients le remède dilué, à dilution homéopathique, pour soigner les symptômes que lui avait ressentis. Donc, il y a une similitude de symptômes, vous voyez. Donc, cette approche par la similitude fait que on ne soigne pas en fait une maladie. J'ai bien dit le postulat de Dahlmann, pour soigner donc un malade, il suffit de lui donner une faible dose de la substance qui, à plus forte dose chez un sujet sain, provoquerait les symptômes semblables à ceux que présente le malade. Ce n'est pas les symptômes de la maladie, c'est les symptômes du malade. Il y a une petite nuance et vous allez voir laquelle. Cette petite nuance, on va en prendre un exemple tout de suite. Un exemple que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont assisté à mes conférences ou qui ont lu mes livres. Je vais vous parler de deux enfants, deux garçons qui ont chacun 10 ans. Un premier qui s'appelait, parce que ça fait maintenant un peu plus de 40 ans, donc le premier qui s'appelait Nicolas et le second que j'ai vu peu de temps après qui s'appelait Maxime. Tous les deux étaient venus me voir pour un mal de gorge, un très violent mal de gorge. Nicolas, son mal de gorge s'était déclaré dans des circonstances particulières. Il avait reçu une gifle de son père devant ses camarades d'école. Donc, la maman ne pouvait pas aller chercher Nicolas à l'école, elle téléphone au papa qui va se déplacer, et quand Nicolas voit son père arriver, il a voulu faire le fanfaron, comment dire, se faire mousser devant les petits copains, vous voyez, le petit garçon, le petit mec, et quand il a fait le fanfaron, donc il était un peu provoquant vis-à-vis de son père. Résultat, son père lui a retourné une belle paire de gifles devant les petits camarades. Et ça lui est resté en travers de la gorge. Bon. Alors, le lendemain matin, il se réveille, les boules. Donc, une gorge, les ganglions, la gorge enflée et tout. Visiblement, une angine bactérienne. Et quand la maman m'a dit ça, je lui ai proposé de donner à Nicolas une dose de Staphysagria. Staphysagria, qui est l'un des plus grands remèdes en homéopathie pour les maladies suite d'humiliation. Donc, il a pris sa dose de Staphysagria. On a quand même fait un prélèvement de gorge parce que la gorge avait quand même un mauvais aspect. Quand le prélèvement est arrivé, c'était du staphylocoque, eh ben, il était déjà guéri. Il a guéri en moins de 24 heures avec une dose de Staphysagria. Bon. Donc, vous imaginez, comment dire, j'étais jeune médecin homéopathe, j'étais installé depuis à peine 6 mois. Et quand j'ai eu ce résultat, évidemment, vous imaginez la satisfaction doublée d'une question quand même. Une question, à savoir, mais bon, Staphysagria l'a guéri, c'est bien, mais si j'avais donné un traitement antibiotique, le traitement antibiotique aurait été tout aussi efficace, il aurait guéri Nicolas, et j'aurais pu dire, ben voilà, la cause de l'angine, c'est la bactérie. Alors qu'avec l'homéopathie, je dis non, la cause de l'angine, c'est l'humiliation, puisque Staphysagria n'a aucun effet antibiotique, ça n'agit que sur l'humiliation. Alors, la cause de l'angine, c'est quoi? La cause de la maladie, c'est quoi? Eh bien, je suis parti de l'hypothèse que la cause d'une maladie pouvait s'envisager comme une pièce à deux faces. Donc, dans une pièce, vous avez deux faces qui semblent s'opposer, mais qui en réalité se complètent. C'est juste simplement une manière différente de voir les choses. Et vous remarquerez, soit dit en passant, que quand vous regardez, vous prenez une pièce de 2 euros, vous pouvez essayer de voir les deux faces d'une pièce en même temps, vous n'y arriverez pas. Vous êtes obligé de choisir la face que vous allez regarder. Et autrement dit, vous allez voir ce que vous avez décidé de voir.
Vous allez voir ce que vous avez décidé de voir. Et du coup, vous pouvez pousser tout cela dans une certaine cohérence, ce que fait tout à fait la médecine classique, qui décide de voir les choses sur un plan strictement moléculaire, matériel, mécanique, et qui peut très bien expliquer les choses de cette manière-là. Mais ce que je propose, eh ben, c'est de voir les choses sous un autre angle, de retourner la pièce et de voir comment ça se passe derrière. Peu de temps après, j'ai vu Maxime, un enfant de 10 ans également, pareil, mal de gorge, un gros mal de gorge, et lui, pareil, après une gifle de son père, sauf que les circonstances étaient un peu différentes. Et le, le comment dire, Maxime jouait avec sa petite sœur, c'était bon, un soir, les parents étaient devant la télévision, et Maxime jouait dans leur chambre avec sa petite sœur, et la petite sœur qui était un petit peu chipie, a commencé par le taquiner. Vous savez, les petites filles, des fois, elles savent bien, enfin les femmes aussi, hein, trouver les paroles justes, hein, qui font un petit peu mal. Hein, ça, c'est, comment dire, hein, je ne vais pas dire que c'est un don féminin, mais enfin, les femmes sont peut-être un peu plus douées que les hommes pour ce genre de choses. Donc, la petite parole qui pique. Et, euh, et évidemment, Maxime, piqué au vif, a sauté sur sa sœur, hein, commencé à la griffer et tout. Et bah, la petite sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié. Et papa est arrivé. Papa est arrivé. Et au lieu de demander ce qui se passait, de dire, bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a vu la petite sœur en train de pleurer, il a vu Maxime rouge de colère, il s'est précipité sur Maxime, pan, une bonne paire de baffes, sans poser la question du pourquoi, du comment. Et Maxime a ressenti ça comme une confirmation, comme une confirmation de sa jalousie. Hein, il était jaloux de sa petite sœur et il avait le sentiment que son papa s'occupait davantage de la petite sœur, mais bon, jusque-là, c'était un sentiment. Hein. Euh, et là, son papa venait de mettre le doigt, hein, sur ce sentiment, de réveiller cette douleur. Et du coup, à Maxime, j'ai donné un autre remède, j'ai donné l'Achésis, hein, qui est un venin de serpent à dose homéopathique. L'Achésis qui a guéri de la même façon aussi rapidement que Nicolas. Maxime a guéri en moins de 24 heures de cette forte angine, euh, qui était également bactérienne. C'était un germe différent, mais bon, c'était également bactérien. Et si vous voulez, donc on retrouve un peu le même mécanisme. Si j'insiste sur cette histoire pour deux raisons. Déjà, dans un cas comme dans l'autre, pour tous les deux, pour Maxime et pour Nicolas, ça leur a été resté en travers de la gorge. Hein, voilà. Euh, mais le ça n'était pas le même. Hein. Le ça qui restait en travers de la gorge de Maxime, c'était l'humiliation. Et le ça qui était resté en travers de la gorge, pardon, de Nicolas, c'était l'humiliation. Et Maxime, c'était la jalousie. Donc, le ça n'est pas forcément le même. Et vous voyez qu'en homéopathie, on ne va pas soigner une maladie, on ne va pas soigner un mal de gorge, on va le plus possible essayer de soigner le nœud de souffrance de la personne. Hein. Vous voyez qu'il y a un travail en profondeur qui va se faire, on va y revenir, hein, où on essaie de comprendre comment réagit la personne et qu'est-ce qui a pu la blesser, ce qui permet d'entrevoir certains remèdes, hein, des remèdes qui vont aider à soigner ce nœud de souffrance de la personne. Donc, euh, comment dire, cette comparaison entre Maxime et Nicolas vous permet déjà de comprendre un peu comment fonctionne l'homéopathie. Je reviens sur Maxime, euh, sur cette notion de stress. Hein, une paire de gifles, c'est un stress. Stress est un mot anglais qui signifie souligner, mettre le doigt sur, mettre l'accent sur. Hein. Les Anglais utilisaient au départ ce mot pour indiquer sur quelle syllabe ils allaient mettre l'accent. Vous savez, quand les Anglais parlent, on a l'impression qu'ils jouent un peu à saut-de-mouton. Hein. Il y a une syllabe qui est mise en avant, puis l'autre qui est escamotée. Et, et donc, le stress, ça consiste à indiquer sur quelle syllabe nous allons mettre l'accent. Et le mot a été, comment dire, étendu, hein, francisé, étendu à cette notion de faire pression, hein, mettre le doigt sur, souligner, faire pression.
Eh bien, ce que la gifle, la paire de gifles, a fait pour Maxime, c'était mettre le doigt sur la jalousie et dire à Maxime, tu vois, tu as bien raison d'être jaloux, tu as bien raison d'être jaloux. Et ça lui est resté en travers de la gorge. Voilà. Donc déjà, premier exemple par rapport à ces deux garçons. Pour parler encore un peu d'homéopathie, donc les remèdes depuis Hahnemann, hein, ça fait un peu plus de 2 siècles, ont été longtemps étudiés en profondeur. Un certain nombre de médecins, de disciples d'Hahnemann ont recommencé les mêmes expériences, à s'intoxiquer à petite dose pour pouvoir noter les symptômes et obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui la matière médicale, c'est-à-dire la liste des symptômes de chaque remède, hein. Et donc, par similitude, hein, nous allons chercher le remède qui correspond le mieux, hein, aux symptômes du patient. Et en étudiant ces remèdes, on s'est rendu compte que on pouvait les étudier à 3 étages. Il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau des symptômes, hein, ceux qu'ils engendrent. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ces remèdes correspondaient à un certain profil de personnalité, hein. Euh, Par exemple, le Natrum muriaticum, le sel marin, va correspondre à des personnes qui sont plutôt intériorisées, réservées, hein, qui ont tendance à garder les choses pour elles. Sulfure, au contraire, sera plus préconisé pour des personnes qui sont plus extraverties, expansives, un peu mieux dans leur peau. Euh, donc ça, ce sont des faits d'expérience. On s'est rendu compte que les remèdes agissaient mieux sur certains types de profils de personnalité. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les signes étiologiques, c'est-à-dire que les remèdes ont des sensibilités particulières à des stress particuliers. Natrum muriaticum dont on parlait, qui est plutôt réservé, intériorisé, qui a tendance à facilement ruminer les choses anciennes, eh bien, c'est un remède qui va souvent se trouver impliqué, par exemple, dans les déceptions affectives. Hein, quand il aura une déception affective, un chagrin d'amour, voilà, Natrum muriaticum sera un bon remède de cela. Pour donner 3 autres petits exemples de corrélation entre le physique et le moral, Staphysa agria, qui est un remède que l'on connaît pour son, comment dire, euh, son efficacité dans les suites d'humiliation. Staphysa agria, physiquement, euh, correspond, il y a un petit symptôme qui correspond à ça, c'est que ce sont des personnes qui ont du mal à cicatriser leurs plaies, surtout si ce sont des plaies tranchantes. La plaie tranchante, elle divise, elle sépare, hein, ça tranche, donc ça sépare les plaies avec un couteau, enfin, ou un scalpel, par exemple, hein, un bistouri. Euh, donc, Saphysagria est très sensible à ce type de plaie parce qu'il va se sentir divisé physiquement et moralement, hein. Ce sont des personnes qui souvent ont tendance à encaisser, donc à intérioriser et qui, de ce fait, vont se trouver plus particulièrement susceptibles parce qu'elles sont un peu à fleur de peau par rapport à ça. Il y a une espèce de sensibilité à ça. Et donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Staphysaceae est plus sensible, hein, à l'humiliation. Lycopodium, hein, qui est un remède avec un tropisme hépatique, hein, un remède du foie. Donc au physique, il va y avoir des ballonnements, il va y avoir des remontées acides de l'estomac. Et le foie, qu'est-ce que c'est? Le foie, c'est un organe qui est le dernier organe de la chaîne digestive. Autrement dit, il va nous aider à nous approprier la nourriture, hein. Et, euh, et donc, nous approprier la nourriture, c'est aussi nous approprier notre existence, hein. Euh, et l'icopodium, c'est une personne qui va manquer de confiance en elle et qui va surcompenser, hein, ce manque de confiance en elle en étant, comment dire, plutôt euh, virulent, tyrannique, et qui va se mettre dans un rapport de force quand elle pense que le rapport de force est en sa faveur, hein. Il peut être à la fois doucereux, effacé, donc mettre la pédale douce, ou au contraire devenir dictatorial quand les circonstances le lui permettent. Et l'icopodium est un remède qui va être plus particulièrement sensible aux situations d'échec. Sépia, alors Sépia, je vais terminer par là dans mes exemples homéopathiques, mais c'est un remède particulièrement féminin, hein. Sépia
est un remède dont les symptômes physiques correspondent au, comment dire, il y a beaucoup de symptômes gynécologiques, à savoir une sensation de pesanteur dans le bas-ventre, ça tire dans le bas-ventre, dans le dos, et c'est une personne qui en fait va tirer sur l'énergie des reins pour tenir debout, pour faire face. Ce sont souvent d'ailleurs des personnes qui sont hypotendues et qui vont avoir un petit symptôme assez marqué, une sensation de pesanteur pelvienne, en particulier avant les règles, comme si les organes allaient sortir. C'est un grand remède, sépia, c'est un grand remède de la condition féminine, dans ce sens de la difficulté, hein, d'assumer cette condition féminine qui n'est pas simple. Hein. Il faut assumer la famille. C'est quelqu'un qui va assumer, qui va porter jusqu'à en éprouver une lassitude, à vouloir envoyer tout balader. Hein. Sépia a envie d'être seule et quand ça ne va pas, elle a envie de plaquer le mari, les gosses et puis partir loin pendant 15 jours, 3 semaines, voire plus. Donc, si vous voulez, vous voyez l'intérêt, le lien entre la pesanteur, hein, pesanteur de l'utérus. L'utérus a l'air d'être lourd. Or, l'utérus, c'est quoi? L'utérus, c'est le nid. L'utérus, c'est la famille. Hein. Et physiquement, vous avez donc cette pesanteur de l'utérus, hein, que ressent physiquement Sépia, mais moralement, c'est aussi un remède pour les personnes qui éprouvent une sorte de pesanteur à porter la famille. Hein, parce que souvent, ce sont des femmes qui s'imaginent que c'est à elles de tout porter, alors que il faut que chacun prenne sa part. Hein. Voilà. Donc, enfin, je schématise, mais c'est un petit peu ça. Tout ça pour vous dire qu'en homéopathie, nous sommes très attentifs au contexte dans lequel la maladie apparaît. Hein. Dans quel contexte la maladie apparaît, ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est une question que l'on pose naturellement. Hein. Vous avez mal à la tête? Ah bon, et depuis quand? Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Hein. Donc c'est vraiment le triptyque, hein, des questions. Et à partir de là, déjà, on resitue les choses dans un contexte. La maladie devient plus facilement ce qu'on pourrait appeler un maladire. Et la deuxième chose qui est très intéressante en homéopathie, c'est que le médecin nomme, comment dire, il ne renomme pas les symptômes du patient en mots savants, mais il va reprendre textuellement ce que dit la personne. Si vous dites à votre médecin homéopathe, j'ai la tête lourde, il va noter sensation de tête lourde. Il ne va pas noter céphalée. Hein. Si vous lui dites que vous avez une pesanteur pelvienne, une pesanteur du bas-ventre avant les règles, hein, que c'est lourd, que ça pèse, il ne va pas noter syndrome prémenstruel. Hein, il va dire sensation de pesanteur pelvienne. Et c'est important parce que à partir de là, j'ai la tête lourde, oui, j'ai le ventre lourd, mais qu'est-ce qui est lourd? Hein. Qu'est-ce qui est lourd? C'est-à-dire que les termes employés par la personne vont faire résonance, alors que si vous les renommez en langage médical savant, eh bien, ce que la maladie cherche à vous dire est complètement occulté. Hein. Il y a une sorte de voile qui se produit et c'est vrai que l'homéopathie m'a beaucoup aidé à ne pas tirer ce voile et à pouvoir écouter, hein, les choses au-delà de cette approche médicale classique. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu dans les années 80, dont j'ai, comment dire, dont j'avais parlé lors d'un congrès d'homéopathie parce que ça me paraissait tout à fait éloquent. Hein. C'est l'exemple de Ginette. Hein. Ginette, une femme de 63 ans, qui venait me voir parce qu'elle avait des problèmes, à la fois des problèmes de thyroïde et puis en même temps une tendance à l'asthme. Et elle me dit, j'étouffe, hein, je ne supporte pas les cols roulés et j'ai besoin d'air. Bon. Je lui ai demandé, depuis combien de temps? Ben, ça fait à peu près 2 ans, oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 2 ans? Ben, rien de particulier, me dit-elle, hein, parce qu'il faut quand même, je dirais que la personne ne fait pas toujours spontanément le lien.
Et j'insiste un peu et elle me raconte au bout d'un certain temps que, bah oui, ça faisait effectivement un peu plus de 2 ans que son mari avait pris la retraite. Son mari, qui jusque-là était chef d'entreprise, hein, donc d'une PME, qui était souvent absent parce que pour vendre ses produits, il allait souvent à droite à gauche en Europe, hein, il partait souvent plusieurs jours. Et comme Ginette était une femme active, plutôt que de se morfondre et d'attendre que son mari rentre, elle s'était engagée dans une association dans laquelle elle avait pris des responsabilités. Bon, et tout ça fonctionnait bien, ils avaient chacun leur vie, hein, de façon tout à fait indépendante, jusqu'au jour où son mari a pris sa retraite et en homme d'affaires actif et comment dire engagé, quand il a pris sa retraite, ce brave homme, eh ben, ça l'a complètement déprimé, hein, et il se sentait complètement inutile. Il s'est mis à déprimer, à devenir pantouflard. Et il voulait plus sortir de chez lui, hein, il était casanier, toujours à regarder la télé, les journaux. Mais ben, Ginette, elle avait gardé son activité, elle avait quand même encore ses réunions le soir et tout, et elle sortait régulièrement. Et son mari commençait à lui dire, écoute, ah mais t'as encore une réunion ce soir, mais c'est pas possible, ça fait 2 soirs cette semaine. Donc, il commençait à devenir un peu possessif. Du coup, Ginette a fini par lâcher un peu du lest. Puis vous savez, dans ces histoires-là, vous lâchez un peu plus, et puis voilà, hein, il y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Et jusqu'au moment où, alors c'était le pompon, Ginette sort avec une amie en ville, hein, pour faire des courses pendant 1 heure ou 2, et à peine 2 heures s'écoulent, son mari l'appelle sur son portable en disant t'es où, à quelle heure tu rentres, hein. Elle venait à peine de sortir, quoi, le temps de rejoindre son ami, de faire des courses en ville. Et là, boum, hein, ça lui est resté là. Et ses symptômes ont commencé le lendemain. Elle a commencé à avoir des symptômes respiratoires. Et quand elle me disait j'étouffe, j'ai besoin d'air, hein, j'ai un collier qui me serre autour du cou, hein, mon médecin traitant m'a dit que c'était de l'asthme. Bon, très bien. Donc elle venait se soigner pour son asthme, d'accord? Et pour elle, c'était évident, il y avait une entité maladie qu'on appelle l'asthme. C'était pas du tout un langage qu'elle se donnait elle-même, hein, c'était une maladie qu'on avait nommée et qu'on allait soigner avec les médicaments appropriés. Voilà. Et elle est venue me voir en me disant est-ce que vous avez quelque chose en homéopathie pour l'asthme, hein, voilà. Ben, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, hein, comme vous l'imaginez. Et quand Ginette m'a posé la question, je lui ai dit, mais attendez, vous pouvez me redire un peu vos symptômes? Elle me répète, j'étouffe, j'ai une sensation de collier serré autour du cou, j'ai besoin d'air. Et je lui dis, mais c'est pas ce que vous êtes en train de me dire quand vous me parlez de votre mari? Et là, tout d'un coup, elle sursaute. Elle n'avait pas fait le lien. Elle vivait ses symptômes physiques, mais ce qu'elle vivait physiquement, c'était un ressenti émotionnel. Son ressenti émotionnel s'était complètement déplacé, hein, sur les symptômes physiques. Et ça déjà, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre une part de cette coupure, de ce déni. C'est comme si euh, les, les, quand les émotions se transforment en sensations, on ne les ressent plus comme une émotion, hein. C'est devenu un problème physique qu'on va soigner. Mais l'émotion, elle est coupée de sa source, hein, elle est coupée de sa source. On ne fait plus le lien. Et c'est une raison pour laquelle je décris souvent la maladie, je dis que c'est un peu comme une émotion orpheline, hein. C'est une émotion qui est coupée de sa source, parce que quand les mots MOTS se transforment en mots MAUX, comme les mots font le lien, ben, si les mots ne peuvent plus faire le lien, la personne ne ressent plus émotionnellement, hein, le lien de cause à effet, elle a le symptôme physique, donc et d'un côté, elle est consciente du symptôme physique, de l'autre côté, elle peut être consciente de la difficulté morale, mais il ne lui vient pas à l'esprit de comparer les deux, hein. Et c'est souvent la comparaison, tout d'un coup, qui fait l'eureka, quoi, euh, la lumière. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Ginette, mais j'en ai plein des histoires comme ça, je ne vais pas trop vous saouler avec tout ça, mais c'est que ce sont les mêmes termes qu'elle emploie exactement, qui vont servir à décrire la maladie physique, hein, et l'émotion qui a été le point de départ de cette maladie. Alors,
quelquefois, euh, ces sensations n'ont pas lieu dans des maladies plus sérieuses, hein, comme un cancer ou d'autres maladies. Les émotions ne se transforment plus seulement en sensations, mais elles vont se transformer en lésions. Et c'est l'image de la lésion, hein, qui va nous évoquer l'émotion, hein, qui se projette. Hein, pour prendre rapidement cet exemple, puisque je parlais du cancer, vous voyez, dans une cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe? La cellule est touchée dans son ADN. L'ADN, c'est quoi? C'est la référence de la cellule, c'est ce qui lui donne un cadre d'existence, c'est ce qui lui donne un peu une raison. Hein, voilà. Hein, toi, tu vas faire le travail d'une cellule du sein, toi, tu vas faire le travail d'une cellule de l'estomac. Donc, c'est une sorte de plan, hein, de programme, de plan d'architecte. Eh bien, quand l'ADN est touché, on pourrait s'imaginer que la cellule va péricliter. Eh bien, pas du tout. Au contraire, non seulement elle ne périclite pas, la cellule cancéreuse, mais elle se multiplie, elle prolifère, elle va voyager. Autrement dit, elle vous donne le sentiment d'un désir de vivre. Et ça, c'est tout à fait paradoxal. Quand vous regardez cette cellule, c'est comme un désir de vivre, hein, sauf que ce désir de vivre, il a perdu sa raison d'être. Hein. Eh bien, faites la transposition. Si vous connaissez des personnes effectivement confrontées à cette maladie, vous verrez que souvent, ce sont des personnes qui gardent un désir de vivre, mais dans leur raison d'être, quelque chose à un moment ou à un autre a été blessé. Hein. Il y a quelque chose qui a été touché, euh, un peu comme une blessure qu'on pourrait ressentir par exemple sur un vaisseau. Hein, ben, quand le vaisseau est touché, il y a une petite hémorragie qui se produit. Ben, le cancer, c'est un peu ça. C'est le désir de vivre qui se répand dans le corps parce que la raison d'être n'arrive plus à canaliser correctement. Hein. Et vous voyez que cette manière de voir les choses, bah déjà, ça donne une optique, hein, ça donne, comment dire, déjà un conseil. C'est le conseil, euh, quand la cellule est malade, elle se dit « je vis super hein, », mais pourquoi je vis? Eh bien, posons-nous la question. Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Pour essayer de redonner du sens, de raccrocher les wagons, hein, de redonner du sens. Et ça, c'est un élément important du processus de guérison. Voilà. Donc, finalement, donc vous voyez, l'émotion est absorbée par les sensations, elle est absorbée par les lésions. Du coup, nous n'en avons plus conscience. Quand la personne vous dit « je sais de quoi je suis malade », c'est pas possible, elle se trompe ou elle fait une interprétation différente de la réalité parce que l'émotion est absorbée par la lésion. Hein, donc, on ne peut rien en dire. Hein. Sinon, si on était conscient, on ne somatiserait pas. Hein. Voilà. Donc, la maladie, on va dire, c'est un peu comme une métaphore, euh, ou je dirais plutôt comme une perte de la métaphore. Une perte de la métaphore. Quand vous dites ça m'est resté sur l'estomac, hein, c'est une métaphore. Voilà. Mais quelquefois, ben, ça vous reste tellement bien sur l'estomac que ça vous fait un ulcère. Et là, il n'y a plus de métaphore, il n'y a plus de jeu JEU, on ne joue plus avec les mots. Hein. Le jeu JE est pris dans sa douleur. Il est collé à sa douleur. Alors, pour essayer de comprendre cette métaphore, on pourrait proposer une image, l'image d'un plombier. Hein. Imaginez que euh, vous entrez dans une maison que vous venez de faire construire, qui est toute neuve. L'architecte vous donne les clés, vous êtes tout content, vous visitez la maison. Malheureusement, sur le beau mur blanc, hein, parce que la couleur blanche, c'est votre couleur préférée, sur le beau mur blanc de la salle à manger, vous voyez une tache, un écoulement, une fuite. Vous allez vous mettre en colère, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez prendre votre téléphone et vous allez téléphoner au plombier. Hein. Vous n'allez pas téléphoner au carreleur, vous n'allez pas téléphoner à l'électricien parce que ce n'est pas leur fonction. Vous allez téléphoner à la personne dont la fonction représente la nature de la difficulté à rencontrer. Eh bien, notre cerveau fait la même chose. Il va, face à une difficulté, il va téléphoner, entre guillemets, à l'organe qui représente la nature de la difficulté à rencontrer. Hein, si c'est par exemple un problème familial de la vie, comment dire, la famille nucléaire, ça sera plus facilement l'utérus, par exemple. Hein, donc, il va téléphoner à l'utérus. Et qu'est-ce qu'il va dire le cerveau? Hein, il ne va pas dire « tout va bien, Madame la Marquise ».
hein, il va dire qu'il n'est pas content. Donc, il va projeter son ressenti sur l'organe. Et donc, il va y avoir une sorte de transfert. Autrement dit, l'organe touché, hein, va nous dire la nature de la difficulté à rencontrer, et la sensation ou la lésion vont nous dire ce que nous ressentons face à cette difficulté. Vous voyez, c'est déjà une petite grille de lecture toute simple, mais qui peut déjà bien nous éclairer. Alors, euh, on va se dire donc pourquoi ce déplacement de l'émotion dans le corps, hein? Eh bien, on va découvrir, et petit à petit, c'est une chose que, à travers mes patients, j'ai découverte, euh, en essayant en pensant que simplement j'allais les aider en leur expliquant les liens de cause à effet, et en rencontrant quand même une certaine résistance. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce déplacement va nous protéger de l'émotion, hein. Émotion, ça veut dire ému, je suis mu en dehors d'eux, hein. Une émotion, c'est quelque chose qui va me décaler de moi, c'est quelque chose qui va me décaler de l'image que j'ai de moi, hein. J'ai une certaine image de moi, quelque chose me touche, me blesse, ça me décale. Imaginez donc Nicolas donc, qui reçoit sa paire de gifles, qui avait une image plutôt sympathique de lui, qui va se trouver décalé, et donc il va essayer de réagir contre ça, hein. Et la réaction, elle peut être soit consciente par la colère, soit quand c'est au-delà, hein, de la colère, eh bien, c'est le corps qui va prendre le relais. À ce moment-là, toute l'émotion part dans le corps, mais elle ne dérangera plus la tête. Et c'est une chose aussi que j'ai souvent observée. Je vois euh, des femmes, par exemple, qui ont un cancer et qui me disent, mais euh, je ne comprends pas, j'étais mal dans ma peau et aujourd'hui j'ai cette maladie, je me sens bien. C'est comme si tout leur mal-être était passé dans le corps. Vous voyez, il y a une sorte de déplacement qui va protéger la personne de l'image qu'elle se fait d'elle-même. Je pourrais vous donner pour ça plusieurs exemples. Je vais vous donner déjà l'exemple de Paolo. Paolo, qui est le fils d'une amie psychothérapeute que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Turin quand je faisais des séminaires à Turin. Et elle est psychothérapeute, donc, et elle m'a raconté une histoire par rapport à son fils en me demandant ce que j'en pensais. Un soir, cette femme rentre chez elle, donc son fils d'une vingtaine d'années habitait encore avec elle, et sur le pas de la porte, alors qu'elle allait rentrer dans le hall, elle s'est arrêtée parce qu'elle voit son fils se disputer euh, violemment avec une amie d'enfance. Et pourquoi s'était-il disputé? Eh bien, ça faisait des années, hein, qu'ils se fréquentaient, mais en tant qu'amis. Et Paolo était très amoureux d'elle, mais il s'était jamais déclaré à elle. Et un jour, il se lance et il lui dit Francesca, on va prendre un prénom, hein, Francesca, je t'aime, je t'aime. Et j'aimerais vivre avec toi, j'aimerais qu'on fonde une famille et tout. Et la pauvre Francesca, elle s'attendait à tout sauf à ça, parce qu'elle le voyait, Paolo, comme un ami, mais elle n'avait jamais envisagé de le voir comme un amant, un amoureux, ni de vivre, ni de fonder quoi que ce soit avec lui. Et là, très ennuyée, elle lui dit, écoute, Paolo, tu sais, je t'aime très fort, mais je peux pas envisager, je suis pas amoureuse de toi, je peux pas engager quelque chose avec toi. Donc, et lui, dans son caractère un peu latin, il a une réaction très tranchée, hein, quand elle lui a dit ça. Il lui a dit, va-t'en, je ne veux plus te voir, hein, hors de ma vue, je ne veux plus te voir. Et il l'a chassée. Elle est partie en pleurant parce qu'elle aurait espéré que les choses se fassent autrement et qu'elle puisse garder au moins un lien d'amitié, mais euh, ça n'a pas été possible, hein. Pour lui, c'était blanc ou noir, donc voilà, le rejet. Le lendemain, ce garçon fait une kératite, une inflammation des yeux. 20 ans, je ne veux plus te voir. Et il fait sa kératite le lendemain, qui le rend à moitié aveugle. Bon. Et sa maman, qui avait assisté à la scène, un peu distante, euh, doucement lui dit, mais Paolo, tu ne crois pas qu'il puisse y avoir une relation de cause à effet avec ta rupture d'hier avec Francesca?
Paolo la regarde, très surpris, en disant où est le problème? C'est fini, j'ai fini avec elle, tout va bien. Hein, j'ai tourné la page. Alors que la veille, il était follement amoureux, et là, ça lui était égal. Hein, il avait tourné la page, il ne pensait plus à elle. Toute l'émotion était partie dans la maladie physique. Voyez, il était plus conscient, hein, de sa douleur morale. Et il était dans ce qu'on pourrait appeler un déni, mais c'est un déni, ce que j'appelle le déni sincère. C'est-à-dire que ces personnes, quand on parle d'un déni, on imagine toujours que la personne joue à cache-cache avec elle-même, qu'elle veut nous tromper ou se tromper, mais qu'elle n'est pas sincère avec elle-même. Mais lui, Paolo, il était sincère avec lui-même. Quand il a répondu à sa mère, mais maman, c'est fini cette histoire, Francesca, c'est du passé, voilà. Hein. Elle était elle-même sidérée de cette sincérité avec laquelle il pouvait nier, hein, le sentiment dont il parlait la veille. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très étonnant, ce déni sincère, qui explique aussi quand même ce mécanisme de somatisation et qui explique aussi toute la difficulté que nous pouvons avoir quand nous sommes nous-mêmes malades à essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Alors, on va essayer d'avancer un peu plus loin dans la compréhension. Ce qui m'a permis d'avancer un peu plus loin, bon, ceux parmi vous qui suivent mes conférences ou qui ont lu mes livres connaissent l'histoire sûrement de Simone, qui était une histoire tout à fait étonnante. Simone, une femme de 48 ans, vient me voir pour un cancer du sein gauche, accompagnée de sa fille. Et quand je lui dis, bon, ça fait combien de temps? Elle me dit, ben, ça fait quoi, 7 8 mois à peu près. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Elle hésite à me répondre et elle se tourne vers sa fille, comme pour prendre une approbation, et sa fille qui l'encourage à lui dire, mais dis-lui, maman, dis-lui. Et Simone se tourne vers moi, elle me dit, ben voilà, j'ai découvert que mon mari me trompait. Et la fille qui renchérit, ce salaud. Et je me suis retrouvé en face de ces deux femmes, en train de me dire, bon là, euh, on va rester zen, je suis médecin, je ne suis pas juge, hein, parce qu'elle m'impliquait un peu dans cette comment dire, cette position d'avoir jugé, hein, à, à condamner le mari. Mais comme je dis souvent, quand vous rentrez dans le jugement, vous faites fausse route. Hein, le jugement ne permet pas de comprendre. Le jugement, ça arrête la compréhension. Hein, parce que votre compréhension, quand vous portez un jugement, si vous vous sentez coupable ou si vous vous sentez victime, hein, vous faites fausse route. Hein. C'est comme les GPS, hein, quand vous êtes en ville, qui vous disent faites demi-tour dès que possible. Dès que vous vous sentez coupable, dès que vous vous sentez victime, arrêtez. Ça ne servira pas à comprendre. Hein. Voilà. Euh, donc, du coup, je commence à lui poser des questions à Simone pour essayer déjà de ne pas rentrer dans son, comment dire, de ne pas la conforter, hein, dans cette certitude qu'elle avait que son cancer, c'était la faute de son mari. Hein. Euh, et j'apprends que, en fait, ça faisait 3 ans qu'elle faisait chambre à part. Bon, donc, je lui ai demandé pourquoi, mais petit à petit, je remonte le fil et j'apprends qu'en fait, elle n'a jamais été vraiment amoureuse de son mari et elle l'avait rencontré à 24 ans, donc malade du cancer à 48 ans. À 24 ans, elle l'avait rencontré et elle l'a rencontré un peu par dépit parce qu'à l'époque de ses 24 ans, elle était follement amoureuse d'un autre homme, mais un autre homme qui l'avait laissé tomber pour partir avec quelqu'un d'autre. Et du coup, elle était un peu dans ce deuil, elle avait éprouvé une vive douleur, hein, affective. Et comme son mari, à l'époque, la connaissait, il tournait un peu autour d'elle, elle s'est dit, bof, après tout, lui plutôt qu'un autre, pourquoi pas, hein, dans cette espèce de deuil. Et, euh, et du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ce dont elle souffre, c'est pas de la tromperie de son mari de ses 48 ans, c'est du réveil du deuil de ses 24 ans. Hein. Stress, souligner, mettre le doigt sur. Elle avait une cicatrice intérieure qu'elle avait enfouie.
hein. Et à l'octave, c'est-à-dire 2 fois 24, ça fait 48. Hein, c'est un phénomène qu'on peut observer, je ne vais pas trop m'étendre ce soir, ça serait un peu long, mais on observe des cycles comme cela qui sont très curieux. À l'octave, donc à 48 ans, 2 fois 24 ans, elle revit un événement qui va réveiller sa douleur ancienne, hein, comme si le stress mettait le doigt dessus en disant à propos, qu'est-ce que tu penses de ça, hein, qu'est-ce que tu penses de ça. Et c'est ça qu'elle somatisait. Elle souffrait de sa douleur de ses 24 ans. Et donc, quand elle m'a quand elle m'a dit ça, je me suis dit, au fond, euh, cette femme, elle souffre déjà de, euh, comment dire, de ne pas avoir vécu. Hein. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, elle a mis sa vie affective complètement sous cloche, hein, pour vivre avec un mari qu'elle n'aimait pas, au point que ça faisait 3 ans, hein, qu'elle ne voulait plus coucher avec lui. Donc, elle étouffait, hein, dans cette vie affective, et son cancer est venu comme une révolte contre cette vie limitée, étouffée. Hein. Son cancer est venu comme un désir de vivre qui a implosé parce que ne s'était pas permis d'exploser, enfin pas jusque-là en tout cas. Hein. Et je pense qu'elle était partagée parce qu'elle habitait une belle maison, piscine et tout. Autrement dit, partir, c'était quand même abandonner beaucoup de choses. Hein. Être obligé de retravailler, etc. Enfin bon. Donc du coup, cette femme, elle était à la fois prise dans une contradiction, elle se retrouvait dans une sorte de résonance avec une douleur ancienne, hein, la douleur de ses 24 ans, et l'image qu'elle avait d'elle-même était prise dans la situation, hein, parce que c'était plutôt une belle femme et c'est jamais agréable d'être trompé par son mari, même quand on n'est pas spécialement amoureuse de lui. Hein, il y a une blessure narcissique, si vous voulez. Hein. Et donc, euh, elle somatisait parce qu'elle avait rencontré quelque part ce que j'appelle les 3 peurs. Peur de la contradiction, il faut que je fasse un choix, c'est compliqué. Peur de la résonance, j'ai pas envie de retrouver une douleur du passé, j'ai peur de retrouver une douleur du passé, et peur pour l'image que j'ai de moi, peur que cette image soit divisée, soit déchirée. Contradiction, résonance, image. C'est facile à retenir. CRI, c'est comme un cri. La maladie, c'est comme un cri. Hein. C'est un cri. Un cri, qu'est-ce que c'est un cri? C'est quelque chose qui nous échappe. Hein. Quand on est dans une peur ou une douleur, voilà, ça nous échappe. La maladie nous échappe, c'est une émotion qui nous échappe. Mais cette émotion nous échappe pourquoi? Parce que au fond, contradiction, résonance, image de soi, c'est toujours notre image quelque part qui est là, qui se protège. Hein. Si bien que euh, je, comment dire, euh, on pourrait dire que la maladie est un langage, mais ce langage nous est voilé, hein, car elle protège notre image de 3 peurs qui la déchirent. Hein. Voilà. C'est presque en vers, à peu de choses près. Hein. Donc la maladie est un langage, mais ce langage nous est voilé, car elle protège notre image de 3 peurs qui la déchirent. Voilà. Ça, c'est déjà, comment dire, donc une découverte à laquelle je suis arrivé, vous voyez, de fil en aiguille, hein, par toutes ces expériences que j'ai pu faire au départ avec l'homéopathie et puis en continuant donc avec cette manière d'aborder donc la maladie en la resituant dans le contexte de vie de la personne. Et alors, ce cri, eh bien, nous pouvons prendre du recul par rapport à ça. Nous ne pouvons pas l'empêcher parce que la somatisation, l'émotion, comment dire, l'émotion par rapport à l'intellect, c'est comme une petite fille qui fait 3 fois le tour de la table devant son papy qui est assis dans le fauteuil avec sa canne. Et le mental, si vous voulez, c'est comme le papy qui se lève pour essayer d'arrêter l'émotion. Mais elle va trop vite, l'émotion. Hein, donc le mental n'arrive pas à l'arrêter. Ça nous échappe. Ça nous échappe, sauf qu'une fois euh, que, que c'est là, on peut le regarder. On peut essayer d'en prendre conscience. Et quelque part, la maladie vient nous aider à prendre conscience de quelque chose. Regardez, je reviens sur Simone. Hein, quand je disais, bon, la maladie nous protège de quelque chose, ce cancer, il a protégé de quoi?
eh bien, ce cancer, il a protégé de ne pas être vivante, affectivement parlant, hein, depuis tout ce temps. Et il est venu pour lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, hein? C'est vraiment, c'est qui tout double, là. C'est-à-dire que soit tu continues comme ça et c'est la fin à brève échéance, hein, plus ou moins, soit tu changes quelque chose. Tu changes quelque chose. D'ailleurs, regardez, hein, ce sont des cellules mutantes, hein, c'est les cellules cancéreuses. Ça veut dire quoi, des cellules mutantes? Ça veut dire des cellules qui expriment le désir que quelque chose change. Voilà. Et tout ça, évidemment, on n'est pas conscient, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour Simone. Voilà. Et alors, prendre du recul, comment prendre du recul? Eh bien, le cri, comment dire, ces trois peurs, nous pouvons leur poser trois questions, hein. Nous pouvons nous poser trois questions, contradiction, résonance, image de soi. À la contradiction, on va poser les questions, avec quoi suis-je en désaccord, hein? Qu'est-ce qui me met dans une contradiction? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon existence? À quoi je dois renoncer pour pouvoir changer cela, hein? Résonance. Résonance, c'est est-ce que ce que je vis aujourd'hui réveille un passé douloureux semblable? Et si ça réveille un passé douloureux semblable, eh ben oui, effectivement, ça me rappelle quand j'étais enfant, j'avais vécu, ou adolescent, j'ai vécu des choses qui m'ont blessé, qui m'ont touché. Et vous vous rendez compte, quand vous faites ce lien, que ce dont vous souffrez, c'est pas forcément de l'événement actuel, hein, c'est de le percevoir à travers la cicatrice ancienne, hein. Quand nos cicatrices, c'est un peu comme si nous avions une fente dans un verre de lunettes. Nous avons une fente dans bon, un choc dans l'enfance ou dans l'adolescence, ça fait une fente, et la fente, ben, on n'arrive pas à la réparer, donc elle reste là, et on voit tout. Tant qu'on regarde un peu à côté, ça va. Puis de temps en temps, le regard passe juste sur la fente, et là, on voit tout de manière déformée. On n'a plus la vision rationnelle des choses, on n'a plus l'objectivité, on est pris dans notre douleur, hein, il y a une réactivation, et nous sommes pris dans la perception que nous avons des choses, hein, ce qui a amené Spinoza à dire quelque chose que je trouve remarquable à cet égard, hein, c'est ce qui nous délivre de la douloureuse perception que nous avons de la réalité, c'est la réalité elle-même, hein. C'est fort ça. Ce qui nous délivre de la douloureuse perception que nous avons de la réalité, c'est la réalité elle-même, hein, Spinoza. Euh, Pourtant, lui, alors, il a eu une vie difficile, pourchassé, enfin bref, mais il avait quand même cette philosophie et cette manière de voir les choses. Voilà. Donc, euh, avec quoi suis-je en désaccord, hein? Est-ce que ça fait résonance avec un passé douloureux semblable? Et tout simplement, en quoi l'image que j'ai de moi est-elle prise dans la situation? Et vous allez constater que le simple fait de vous poser la question comme ça, en quoi l'image que j'ai de moi est prise dans la situation, ça va vous faire sourire. Parce que l'image que j'ai de moi, c'est pas moi, puisque je peux la regarder, puisque j'ai un peu de recul, hein. J'étais identifié à cette image et je me dis, ah oui, bon, je me suis encore fait avoir. Et ça peut amener un trait d'humour qui vous libère, qui vous détache, hein, de ce collage, de ce collage. Alors, le collage, on va y venir, hein, dans je ne sais pas s'il me reste combien de temps, le petit quart d'heure ou le gros quart d'heure qui me reste. Euh, Dans le collage, on va y venir. Euh, dans ce travail, comment dire, hein, dans ce travail personnel que je propose aujourd'hui, euh, l'homéopathie garde toute son utilité, et je vais vous dire pourquoi, hein. Euh, Longtemps, j'ai cru qu'en expliquant les choses, la personne allait comprendre et que ça allait la libérer. Et encore actuellement, bon, un certain nombre de personnes viennent me voir en disant j'aimerais comprendre, parce que vous savez, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à l'école, on nous dit que pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre. Eh bien, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Je dirais même que la compréhension vient au moment de la guérison. Ce n'est pas elle qui nous permet de comprendre. Elle vient en même temps que la guérison, et même quelquefois après, hein. Et donc, je croyais dans l'explication, et je me suis rendu compte que
ce qui guérissait la personne, ce n'était pas forcément une explication, c'était la résonance d'un mot. Euh, je vais vous donner l'exemple de Martine. Martine, une femme de 45 ans, qui vient me voir avec une douleur au niveau du genou gauche. Bon. Depuis combien de temps? Ça fait bien au moins 2 ans. Les rhumatologues ne comprennent pas ce qui se passe. Ils font des radios, il n'y a rien de particulier, mais bon, ce genou est douloureux. Bon. Euh, alors, la consultation se déroule comme d'habitude. Je lui dis, bon, il y a 2 ans, qu'avez-vous vécu de particulier? Elle me dit non, tout va bien. Dans ma famille, avec mes enfants, ça va. Dans mon travail, tout se passe bien. Euh, Mon mari est un homme sympathique, adorable. Enfin, tout, vraiment, tout baigné. Très bien. Et je me résous à la fin à lui prescrire une prescription de plantes, un darpagophytum, hein, comme antalgique, hein, pour soulager son inflammation du genou. Et puis quand même, par acquis de conscience, à la fin de la consultation, je prends mon bureau et puis je lui dis, le genou, ça sert à quoi? Ça sert à marcher. Hein, ça sert à marcher. Mais pour marcher, il faut pouvoir se plier un petit peu. Hein, parce que si on ne se plie pas, euh, on a le genou raide, comme ça, les jambes raides, on a du mal à avancer. Donc le genou va nous servir à nous plier un petit peu pour pouvoir nous adapter, hein, au sol, pour pouvoir nous adapter à la réalité. Et le problème, c'est justement la question qu'il faut se plier un peu, mais pas trop. Hein. Il y a un juste milieu, il faut se plier un peu, mais pas trop. Donc Martine m'écoute, mais vraiment, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle repart et je la vois 3 mois, 4 mois après, 4 mois après. Elle me dit, ah, vous savez, docteur, il s'en est passé des choses depuis la dernière consultation. Oui, oui. Eh bien voilà, j'ai découvert que mon mari était un pervers narcissique, qu'il était autoritaire, il fait toujours comme il veut, il faut toujours se plier à ses 4 volontés, et puis elle insiste en disant, voilà, je vais toujours me plier à ses désirs, et bon, donc, ok. Et du coup, j'ai divorcé. Voilà, j'ai pris la décision de divorcer. Donc elle me parle de ça pendant toute la consultation et ça a duré une demi-heure et on n'avait toujours pas parlé de son genou. Hein, on avait juste parlé de son mari, de ses prises de conscience et de sa séparation. Et à la fin de la consultation, je lui dis, mais à propos de votre genou, et elle me regarde et elle me dit, ah oui, tiens, j'ai plus mal. Elle ne s'en était même pas rendue compte, tellement elle était prise dans ses affaires, hein, que tout d'un coup, elle dit, ah oui, j'ai plus mal. Extraordinaire. Hein, la douleur du genou a disparu sans qu'elle s'en rende compte et elle ne s'est même pas rendue compte de l'impact du mot plier, hein, qui agit en dessous du seuil de conscience. Quand je lui ai dit le genou, ça sert à plier, 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 plier. Et puis, elle a tout d'un coup pris conscience que ça n'allait pas avec son mari, qu'elle était en difficulté avec lui. Hein, et son genou, c'est ce que son genou essayait de lui dire depuis 2 ans. Hein, lui dire, mais tu te plies trop, fais quelque chose. Voilà. Et vous voyez, l'effet du mot euh, peut jouer quelquefois de manière consciente, hein, c'est-à-dire quelquefois c'est Eureka, la révélation, et d'autres fois ça joue de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus inconsciente. Alors, ça m'a quand même interpellé, hein, l'efficacité, enfin l'effet du mot. Et je vais vous proposer une image pour ça. Imaginez, voilà, vous êtes mère de famille, hein, donc il y a du monde dans la maison. Le soir, vous faites la popote pour tout le monde. Et puis quand c'est prêt, quand le repas est prêt, vous appelez à table, à table, à table. Bon, tout le monde vient à table, tout le monde, sauf un, toujours le même, hein, scotché devant son ordinateur, hein, l'ado, 14 ans, voilà, qui passe son temps devant l'ordi. Il entend à table, mais c'est comme s'il n'entendait rien. Ça, vraiment, ça glisse. Vous répétez une fois, 2 fois, 3 fois, à table, à table. Et puis au bout de 3 fois, vous vous énervez. Hein, ce garçon, vous l'appelez par son prénom, Bruno, à table. Et quand il est scotché sur l'ordi, il entend Bruno, tout d'un coup, ding, 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 Bruno, clanc. Il dit, tiens, Bruno, c'est moi. Le fait de le nommer lui permet de se décoller de son écran. Le fait de nommer le ressenti vous permet de vous décoller de la somatisation. Vous voyez? Il y a tout d'un coup, ah,
une espèce de recul qui va se produire et la guérison va passer par cette espèce de décollage, hein. C'est comme si notre regard était collé à notre douleur et quelque part, une information, hein, va passer. La guérison, si vous voulez, euh, elle va passer par une vibration qui va provoquer un détachement, une vibration qui va provoquer un décollement. Cette vibration, on peut l'obtenir par une parole. C'est pas toujours facile, hein, voilà, il faut encore avoir l'intuition juste pour ça, mais on peut aussi l'obtenir par un remède qui va induire une vibration semblable, hein. Le remède homéopathique, il est semblable, donc il parle à la maladie puisque c'est le même. Vous voyez, c'est comme si, en donnant le remède homéopathique, vous vous adressiez à la maladie puisqu'il a les mêmes symptômes, vous voyez. Et du coup, il y a un espèce de décollage qui va se produire, donc une sorte de recul qui va vous aider à changer le regard, hein. Et la guérison, je pense qu'elle vient, comment dire, nous sommes blessés dans l'image que nous avons de nous et nous sommes prisonniers dans ce regard que nous portons sur nous et sur ce qui nous entoure. Et vous remarquerez, si vous regardez les choses un peu avec subtilité, que ce qui nous rend malade, ce n'est pas le stress lui-même, c'est la manière dont l'image que nous avons de nous est prise dedans, hein. Euh, Par exemple, dans des histoires je pourrais vous citer l'histoire d'un deuil, hein, un homme que j'ai connu qui a fait un cancer de la prostate après le décès de son père. Alors vous dites, oui, il a perdu son père, donc il fait un cancer de la prostate, ce qui est normal puisque la prostate, c'est le lien père-fils, enfin parent-enfant, père-fils. Sauf que toutes les personnes qui perdent leur père ne font pas de cancer de la prostate. Il se trouve que cet homme avait perdu son père dans des circonstances un peu particulières. Son père habitait Lille. Et donc, il était malade, il était un peu à l'agonie. Mon patient habitait Grenoble, donc vous imaginez, il ne pouvait pas aller à Lille tout le temps. Et là, il avait prévu, avec des amis, de faire une randonnée en vélo. Ouais, ils avaient déjà programmé leur circuit, ils devaient partir une semaine, faire un circuit en Ardèche en vélo. Et donc, il se posait la question, est-ce que j'ai le temps de la faire hein, donc, il téléphone au médecin 2 jours avant son départ. Et le médecin lui dit, écoutez, je ne peux rien vous assurer, il n'est pas bien, mais est-ce qu'il va mourir demain, la semaine prochaine ou dans un mois? Je ne peux pas vous le dire. Et donc, mon patient s'est dit, bon, on a déjà tout organisé, je ne vais pas renoncer à mon projet. Donc, il y est allé, il a fait son tour de vélo. Malheureusement, son père est mort pendant qu'il était donc en randonnée en vélo. Et du coup, il en a éprouvé une culpabilité terrible, hein. Son image de fils a été prise dans la situation. Et vous voyez que ce n'est pas le deuil, hein, qui l'a touché, c'est la manière dont la situation l'a touché dans l'image qu'il avait de lui. Et guérir, c'est pouvoir prendre du recul par rapport à ça, pouvoir sourire, hein, de nos erreurs aussi, hein, de nos fautes, de nos manquements. Nous ne sommes pas parfaits, mon Dieu. Voilà, sinon nous ne serions peut-être pas là. Mais voilà, guérir, c'est changer le regard que nous portons sur nous, comme sur ceux qui nous entourent, hein, comme sur nos blessures, comme sur notre entourage. Voilà. Et je voulais, euh, à propos de ça, vous proposer peut-être une guérison bien actuelle, hein. J'avais envie d'être provocant en vous disant, le monde est beau, le monde est beau. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, hein, c'est l'humanité qui accouche d'elle-même. Un accouchement qui n'est pas évident, hein, qui est douloureux, mais en même temps qui est nécessaire. On voit bien que c'est nécessaire. On voit bien qu'on ne pouvait pas continuer indéfiniment comme ça, hein, euh, à spolier la planète, à aggraver les inégalités. Et donc, à un moment donné, il faut crever l'abcès. Il fallait crever l'abcès, hein. Et ce virus, malgré toutes les difficultés dans lesquelles il nous met, ben, il nous donne aussi cette opportunité, hein, d'accoucher d'une humanité meilleure, hein. Et si vous voulez, pour terminer sur une image, avec ce confinement dans lequel nous sommes en ce moment, qui risque quand même de durer plus longtemps que prévu, et avec aussi les difficultés économiques qui nous attendent, hein, il faut quand même être lucide aussi par rapport à ça.
hein, l'argent ne sort pas du chapeau, il faudra bien le partager quelque part, hein, il faudra bien, donc ça ne va pas se faire non plus sans difficulté. Et du coup, euh, si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui, hein, nous étions en train d'entrer dans un tunnel. Enfin, déjà depuis le mois de mars, alors on a eu une petite ouverture, hein, cet été. C'est comme si nous étions entrés dans un tunnel, mais souvenez-vous qu'un tunnel, c'est ce qui permet de passer d'un paysage à un autre paysage. Donc, même quand le tunnel est tout noir, même quand nous perdons la lumière, n'oubliez pas, hein, que le tunnel, il est fait pour passer d'un paysage à un autre paysage. Et voilà, donc, ce que je vous proposais comme image pour changer de regard sur ce qui nous arrive en ce moment. Voilà, je vous remercie et puis je vais prendre connaissance des questions qui m'ont été posées. Voilà, merci à vous. Merci Alors, Philippe. Je vais passer la parole à Lemaire Champelier qui a une question. oui, Alors, j'active son micro. oui. Lemaire Champelier, vous pouvez poser votre question. euh, je ne sais pas si le micro est activé, j'entends rien. Ben, je vais la poser. Bonsoir. La notion de lésion, émotion, désir de vivre. Que dire de la symbolique d'un cancer du sein d'une femme? Vous êtes là, Lemaire Champelier? Allô? Allô? Oui, 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 Posez la question. Bonjour, excusez-moi, j'ai des problèmes oui. d'ordinateur. D'accord, d'accord. D'où mon message écrit. Oui. Euh, alors, ah oui, alors bonsoir, je rebondis. Oui, alors je vois le message écrit. Donc, je rebondis sur la notion de lésion émotion, désir de vivre. Que dire de la symbolique d'un cancer du sein d'une femme qui a elle-même perdu sa mère quand elle était enceinte et dont la fille est en même temps atteinte d'endométriose alors qu'elle souhaite être enceinte. C'est un cancer du sein droit, gauche? Gauche, si on m'entend. Je ne sais Oui, pas si ça marche. oui, oui. Alors, oui. Euh, que dire de la symbolique alors? Donc, c'est une femme qui a eu un carcinome canalaire in situ du sein gauche. Quand cette femme, je ne sais pas si vous parlez de vous ou d'une personne que vous connaissez, De ma maman. oui, donc c'est elle qui a perdu sa mère quand elle était enceinte de vous, alors c'est ça? Non, pas du tout, non. Quand elle était enceinte de son premier enfant, en fait. D'accord. Et oui, alors le cancer du sein gauche s'est déclaré quand par rapport au décès de... donc le cancer du sein gauche s'est déclaré quand elle était enceinte? Non, pas du tout. En fait, elle a perdu sa mère il y a plus de 30 ans, quand elle était enceinte de son premier enfant. Elle en a eu 3. Oui, Et en février 2019, elle a eu cette déclaration de carcinome canalaire in situ en oui. même temps que son troisième enfant, sa fille, sa dernière fille, déclenchait une endométriose et n'arrivait pas à être enceinte. Oui. Alors, c'est sûr que le décès de sa maman donc, est déjà très ancien pour provoquer lui-même la maladie, mais ça peut être une cicatrice, hein. Donc, il y a quelque chose qui a peut-être réactivé la cicatrice. Euh, Maintenant, le fait que sa fille ne puisse pas être enceinte, alors l'endométriose, c'est particulier parce que je pense que chez cette femme, ça a dû toucher quelque chose dans sa relation à sa fille. Dans la mesure où, quand une femme a de l'endométriose, en général, ça se produit dans deux situations. Euh, L'endométriose, c'est quoi? C'est le tissu du corps utérin, donc l'endomètre, qui, au lieu d'être à sa place, déborde de sa place. Autrement dit, l'endomètre n'est pas à sa place. Ça veut dire quoi? La maman n'est pas à sa place. Et j'ai vu ça dans deux situations un peu opposées. C'est une situation où la mère euh, est absente et la fille dit Maman, où es-tu? Et la deuxième situation, c'est quand la mère, au contraire, est trop présente, trop prévenante,
pour des raisons qui tiennent peut-être à l'histoire familiale, Familial. hein, voilà, qui fait que cette maman peut être soucieuse par rapport à sa fille, mais du coup, du fait de ce souci par rapport à sa fille va développer une endométriose en disant mais tu m'envahis, hein, le tissu utérin m'envahit, vous voyez. Euh, donc je me sens envahi par non pas l'amour de ma mère, mais par la peur de ma mère, hein, parce que il y a de l'amour aussi dans ce désir de protéger, mais il y a de l'amour et de la peur. Et la peur pose problème. Donc du coup, euh, plus ou moins inconsciemment, l'endométriose de sa fille peut être vécue comme comment dire, je dirais plutôt inconsciemment, comme quelque chose d'un sentiment d'échec ou de culpabilité dans sa relation à sa fille. Hein, c'est de ma faute. On a toujours tendance, bon, quand nos enfants sont malades, déjà spontanément, naturellement, à se dire, mais c'est de ma faute, quoi. Hein. Et ça a peut-être pu jouer à ce niveau-là. Mais bon, ce sont des hypothèses. Il faudrait vraiment euh, rencontrer la personne, échanger avec elle sur suffisamment de temps pour pouvoir faire le tour. Là, je vous donne juste une petite piste, hein, mais c'est sûr que là, ça n'est qu'une petite piste. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie, je vous en prie. Alors, Ah, donc, je peux lire les questions que je vois en chat. Donc, est-ce que les doses données à Nicolas ou Maxime ont eu un effet sur la guérison de la jalousie ou de l'humiliation? Alors, elles ont guéri, comment dire, elles ont permis de prendre du recul, hein, vis-à-vis de ses sentiments et donc de décoller la personne de sa somatisation. Hein. Donc, comme quand Bruno à table, il se décolle de l'écran, le remède homéopathique va décoller la personne de sa somatisation. C'est pas pour autant que Maxime n'a plus été jaloux de sa sœur. Hein. Bon. Donc, le remède homéopathique va guérir la somatisation, mais il ne va pas forcément changer le caractère de la personne, ni même son nœud de souffrance en profondeur, si c'est vraiment quelque chose d'important. L'homéopathie est une aide, mais ce n'est pas l'homéopathie qui va faire le travail à la place de la personne. Je ne sais pas si je réponds à la question. Euh, alors, euh, bon, après, quand sont vos formations? Comment s'y inscrire? Alors, oui, bonne question. Écoutez, j'avais démarré une formation sur le langage de la maladie, donc cette année, hein, 2020, 2019-2020, qu'on a dû interrompre pour cause de Covid, donc qui se poursuit actuellement sur Zoom, mais j'ai pas, on est un peu dans l'incertitude en termes d'organisation. Donc là, je ne sais pas encore comment je vais faire l'année prochaine, si je démarre des formations par Zoom ou en présentiel. Mais déjà, si vous êtes intéressé par des formations, je vous invite à me laisser un message je vais vous laisser mon mail, oui, mon adresse mail. Écrivez-moi sur philippe.dransart, D-R-A-N-S-A-R-T, T comme dans Thérèse, donc tout en minuscule, philippe.dransart@gmail.com. Donc, si vous êtes intéressé par une formation, euh, vous me laissez vos coordonnées et en me précisant si, vu l'évolution de la situation, si vous êtes vraiment, comment dire, euh, si vous vous limitez à une formation en présentiel ou bien si vous acceptez une formation par Zoom. Parce que Zoom, bon, ça marche pas trop mal finalement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on arrive à échanger quand même. Enfin, en tout cas, j'arrive à vous dire ce que je souhaite vous dire. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Euh, Et la prochaine. alors, une question pour ma fille de 15 ans qui a des nausées, douleurs abdominales, digestives ou gynéco, crescendo, invalidante avec des réactions allergiques, alimentaires et médicamenteuses en cascade. Quelle symbolique liée à l'intestin, l'estomac, les douleurs pelviennes? Ah. Là, vous savez, je vais vous dire, en deux mots, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je vais vous dire pourquoi. Euh, tout ce que je vous dis, tous ces exemples dont je vous ai parlé ce soir, ce sont des choses qu'on a décortiquées après un, deux, trois, quatre entretiens, hein, d'une demi-heure chacun, voire davantage. Donc, en deux lignes comme ça m'est difficile. Et il y a une autre raison pour laquelle c'est difficile de répondre, c'est que
l'étincelle, la compréhension, elle vient en rapprochant deux pôles. Hein. Vous avez d'un côté les maladies, de l'autre côté le vécu de la personne. Donc, en rapprochant la maladie et le vécu, ça peut effectivement être très éclairant. Mais là, honnêtement, ça m'est difficile. Hein. Ouais. Comment renforcer l'immunité naturelle? C'est la saison, ça. Alors, vous savez, par rapport au Covid, moi je préfère parler du Covid plutôt que de la Covid parce que je trouve c'est pas très sympathique de le nommer de manière féminine. Les gens supportent bien assez, je trouve, dans notre société, donc on va l'appeler de manière masculine. Le Covid, et pour renforcer l'immunité naturelle en général, vous pourriez faire des cures bon, déjà de vitamine D, bien sûr, vitamine C, vitamine D, des antioxydants. Hein, il en existe plusieurs sur le marché. Moi, j'utilise un traitement qui s'appelle le Clédist, qui est en vente libre. Mais bon, vous en avez d'autres, hein, des antioxydants. Du chlorure de magnésium, c'est un vieux remède, mais qui fonctionne bien. Chlorure de magnésium, donc la posologie, c'est un sachet dans 1 litre d'eau. À titre préventif, donc un demi-verre chaque matin à jeun. À titre curatif, un verre 4 fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'échinacée, hein, l'échinacée qui sert à renforcer les défenses immunitaires. Voilà, donc il y a un certain nombre de substances, hein, qui peuvent être intéressantes. L'échinacée, donc en teinture mère, vous en prenez 30 gouttes, 30 gouttes chaque matin. Alors, quoi d'autre également? Je n'avais pas beaucoup d'intimité, mais après, je suis soigné pour l'homéopathie après 45 années. Je suis très content de confirmer que c'est le mieux-être, c'est le mieux oui, c'est un peu coupé. Oui, c'est mieux d'aborder le corps physique, et mental, émotionnel comme une unité. C'est évident. Quand on essaye de séparer le corps en tranches, ça ne marche pas. Hein, mais quand vous voyez l'ensemble, les choses s'éclairent. Hein. Alors, la peau qui démange sans lésion franche à des endroits incongrus, bras droit, coude et épaule gauche, quelle symbolique. Alors, là, si vous voulez, je peux répondre à des questions générales, mais encore une fois, pour des questions personnelles comme ça, sans savoir dans quel contexte, c'est très difficile. En revanche, euh, vous avez un très bon libraire qui vend un de mes livres, le dernier que j'ai écrit, sur lequel vous aurez toutes vos réponses à ce genre de questions personnelles. Et non seulement vous aurez les réponses, mais en plus, vous aurez des conseils au niveau des remèdes qui peuvent être utilisés. Disons simplement, pour dire comme ça une petite aparté, euh, la peau qui démange, posez-vous la question, mais qu'est-ce qui me démange, hein? Quand la peau vous démange, mais qu'est-ce qui me démange? Voilà. Hein. C'est souvent, les démangeaisons, c'est souvent l'expression d'un désir qu'on ne s'autorise pas. Hein. L'homéopathie peut-elle aider au rééquilibrage hormonal? Oui, bien sûr, parce que le déséquilibre hormonal, il est aussi en rapport avec un déséquilibre émotionnel. Hein, tout ça se tient et donc l'homéopathie peut aider, hein, à un déséquilibre hormonal. Alors, comment prendre un rendez-vous médical avec vous? Alors, j'avais une très bonne et très sympathique secrétaire qui de surcroît était très compétente, mais qui a dû me quitter pour des raisons familiales. Je regrette beaucoup, elle aussi d'ailleurs. Et depuis, je passe par Doctolib. Je me suis inscrit sur Doctolib, c'est-à-dire que vous tapez Doctolib, vous inscrivez et vous avez donc mes disponibilités sur ce site. Hein, vous avez accès à mon agenda. Si le rendez-vous vous paraît trop loin, il y a quand même plusieurs mois de délai de rendez-vous, vous pouvez toujours cliquer sur une case, donc cocher la case qui permet d'être prévenu des désistements. C'est-à-dire que quand il y a un désistement en temps réel, hein, vous regardez si ça vous convient, puis vous sautez sur l'occasion. Alors, ne passez pas par moi, ne m'envoyez pas de message parce que
je ne peux pas gérer ça, faites-le par Doctolib, ça fonctionne très bien. Et vous serez prévenu plus rapidement d'un désistement que ce que je peux faire moi-même. Est-ce que l'homéopathie peut aider pour la ménopause? Oui, bien sûr, l'homéopathie peut aider pour la ménopause, pour tous les effets secondaires, notamment bouffées de chaleur, sécheresse des muqueuses, morale, enfin voilà. C'est une bonne indication de l'homéopathie, la ménopause. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? Je crois pas. Est-ce que vous avez d'autres questions à part? Alors, attendez. Est-ce que je parle de la maladie de Gilbert dans mon dernier livre? Pas directement, mais indirectement. Donc, indirectement, regardez dans le chapitre du foie et des reins, hein, et vous aurez comment dire, des indications sur cette maladie. Quels sont vos conseils en cas de dépression et de cystite chronique? C'est deux choses bien différentes, hein. Là, c'est bon. Alors, la dépression, je pense que c'est une, euh, c'est une perte de l'image de soi. L'image que nous avons de nous est profondément dévalorisée, si bien que la personne a du mal à s'en sortir parce elle n'a pas une belle image d'elle-même. Si bien que quand vous vivez, par exemple, avec une personne qui est dépressive, vraiment, ça ne sert à rien de lui dire secoue-toi parce qu'elle ne sait pas sur quoi s'appuyer. Vous, quand vous secouez, quand vous n'allez pas bien, hein, vous appuyez sur une certaine image que vous avez de vous en vous disant, bon, je ne vais pas me laisser faire, je ne vais pas me laisser abattre, on y va. La personne qui n'a pas une bonne image d'elle-même, elle flanche là, hein, elle ne sait pas sur quoi s'appuyer. Donc, ce qui peut l'aider, c'est de se changer les idées en sortant de cette question qui suis-je, je ne suis pas bien, je n'ai pas de valeur, etc. C'est de se sortir de cette question pour s'intéresser à d'autres choses, pour aller au cinéma, pour se changer les idées. Voilà. Et petit à petit, effectivement, c'est quelque chose qui peut nous aider à nous sortir de cette espèce de questions circulaires. Les cystites chroniques, les problèmes de cystite, quand je vous ai dit tout à l'heure que euh, ce qui permettait de comprendre comment ça fonctionnait, la vessie, c'est quoi? La vessie sert à éliminer l'urine, certes, mais c'est aussi un organe dont nous nous servons, dont se servaient les animaux, et nous avons gardé notre mémoire animale, pour marquer leur territoire, hein. Les mammifères vont marquer leur territoire avec leurs urines. Et j'ai souvent constaté que les personnes qui avaient des cystites chroniques étaient des personnes qui se sentaient envahies dans leur territoire. Donc, alors, voir dans quel contexte ça se passe, hein, si c'est par exemple avec un partenaire, hein, quand c'est une cystite qui vient après une relation sexuelle, ben, il y a peut-être une insatisfaction de ce côté-là, il y a peut-être des choses à dire par rapport à ça, hein, sur le désaccord ou la manière dont le partenaire procède, hein, par exemple, hein, mais ça peut être d'autres choses également, bien sûr. Alors, bon, alors j'avais vu c'est la dernière question, mais en fait non, c'était pas la dernière question, il y en a d'autres. Euh, alors une peau qui démange chez un adulte fait poser la question qu'est-ce qui me démange, mais que dire pour un bébé qui fait de l'eczéma? Oui, alors ça c'est une bonne question. Le bébé qui fait de l'eczéma, pour moi, c'est un bébé. Il y a une question, comment dire? Euh, Ben, j'en ai parlé il y a à peine 48 heures dans une formation au niveau de la peau. La peau, c'est un organe quand même très particulier parce que à la fois, elle nous protège, la peau, du monde extérieur, et en même temps, elle nous permet d'entrer en relation, hein. C'est-à-dire que la peau, elle va permettre à l'enfant aussi de découvrir qui il est, hein, parce que le jeune enfant, le bébé qui naît, donc qui est dans les bras de sa mère, qui prend le sein de sa mère, il est encore dans une sorte de fusion avec la maman. Et quand il commence à marcher à quatre pattes, donc ça vient de lui, il dirige son mouvement, et quand il se heurte au coin de la table, quand il se heurte au mur,
donc ça lui fait un petit peu mal. Et ces heures lui font prendre conscience de lui, de son existence, de son enveloppe. Il prend conscience qu'il est dans une enveloppe, hein, cette enveloppe qui est sa peau, et on va dire que petit à petit, il prend conscience que dedans c'est moi et dehors c'est l'autre. Donc la peau va nous aider à définir notre identité. Hein, dedans c'est moi, dehors c'est l'autre. Et cette identité, euh, elle va être dans un double défi, à la fois de se protéger de l'agression du monde extérieur, mais aussi d'entrer en relation avec les autres. Parce que euh, si nous n'avions pas de relation entre nous, notre conscience ne pourrait pas se développer. Ce qui nous permet de développer notre conscience, ce sont les interrelations avec le monde extérieur. S'il n'y avait pas d'interrelation, il n'y aurait pas de développement de la conscience. Autrement dit, notre conscience se développe à partir des relations. Et ce qui me fait dire que euh, l'identité, elle est dans l'enveloppe, mais la conscience, elle est dans la relation. Et si on veut aller un peu plus loin dans cette philosophie, notre conscience n'est pas nécessairement dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est un instrument qui est à la disposition de notre conscience. Mais qui sait où elle est, notre conscience, hein? Est-ce qu'elle est dans notre corps? On n'en sait rien. Peut-être qu'elle est autour, peut-être qu'elle est dans la relation. Hein. Regardez par exemple Einstein. Einstein, hein, c'était une enveloppe qui mesurait 1,75 m de haut. Est-ce que vous pouvez dire qu'Einstein, c'était l'enveloppe qui mesurait 1,75 m de haut, ou est-ce que c'était cette conscience planétaire, hein, euh, qui, euh, qui nous a éclairés quand même, hein, dans plusieurs domaines. Et voilà, l'identité est dans l'enveloppe, mais la conscience, elle est quelque part de proche en proche, hein, à travers vous, et puis les relations que vous avez avec les autres, cette conscience, finalement, elle est universelle. Hein, et nous sommes tous pris dedans avec notre identité personnelle, pris dans une conscience universelle. Donc la peau, pour répondre à la question, euh, c'est le lien. C'est le lien et c'est aussi quand l'enfant paraît, j'ai souvent remarqué que des femmes qui avaient eu une grossesse difficile, euh, donc se trouvaient, comment dire, dans une sorte de peur de perdre l'enfant. Euh, J'en fais pas une règle générale, mais enfin c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Souvent, l'enfant naît avec un eczéma. Et ça peut être transgénérationnel, cette histoire, hein. Souvent, les problèmes d'eczéma, c'est transgénérationnel. Et il y a quelque part dedans une peur de la séparation. Une peur de la séparation et un désir de fusion. Vous savez, regardez, eczéma, ça veut dire qu'il bouillonne, hein, ça bouillonne. C'est chaud, ça brûle, c'est du feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, ça fusionne, hein. La fonction du feu, c'est de fusionner. Quand vous voyez des matériaux différents les uns des autres pris dans un creuset, hein, à très haute température, ça se vitrifie, tout ça se vitrifie, ça fusionne. Et à l'inverse, l'eau dissout, elle sépare, hein, elle sépare. Quand vous voulez laver la vaisselle, c'est-à-dire séparer, hein, votre assiette des particules sales qui sont dessus, eh ben, vous passez de l'eau dessus, hein, et l'eau va séparer les éléments entre eux. Et si ça a brûlé au fond de votre casserole, vous la mettez toute une nuit avec de l'eau dedans et petit à petit, l'eau va dissoudre. Hein. Donc le feu et l'eau ont des mouvements qui sont un peu antagonistes. Et le feu, chez l'enfant qui a de l'eczéma, c'est comme un désir de fusion. Hein. Il garde comme si la rupture n'avait pas pu se faire correctement du fait des circonstances de la grossesse ou du fait de l'histoire familiale. Hein. Une rupture qui n'a pas pu se faire correctement au niveau du cordon ombilical symbolique, qui fait que l'enfant reste un peu dans ce désir de fusion, hein, ou si vous voulez, dans la peur de la séparation. Voilà. Bon, je continue. Euh, Utilisez-vous les élixirs floraux? Oui, ben, j'en parle beaucoup dans mon livre, hein, dans celui que Joachim vous a présenté tout à l'heure, hein, parce que les élixirs floraux, comment dire, l'homéopathie est partie du symptôme et au départ, Hahnemann colligeait les symptômes avec beaucoup de rigueur.
de façon, comment dire, assez systématique. Et euh, petit à petit, donc, les générations d'homéopathes qui ont étudié ces symptômes ont trouvé des liens entre eux et ont finalement élaboré le profil du remède et donc imaginé quel type de caractère pouvait correspondre à chaque remède. Et Bach a fait un peu la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il a utilisé une démarche intuitive de voir dans la fleur la signature de la fleur. Et il s'est beaucoup inspiré euh, de la théorie des signatures, mais c'était pas une, comment dire, son inspiration n'était pas simplement intellectuelle, il avait quand même un côté un peu, une sensibilité très développée qui faisait qu'il ressentait en lui-même les, les maladies auxquelles les fleurs pouvaient correspondre. Donc, oui, j'utilise les élixirs floraux avec de très bons résultats en complément de l'homéopathie. Euh, alors, quelle peut être la signification des douleurs articulaires couplées à des problèmes de démangeaison? Euh, Par exemple, dans un rhumatisme psoriasique, j'imagine. Alors, là, bon, si c'est du psoriasis, c'est une question, ça touche la question de la place. Hein. Quelle est ma place? Comment je peux me faire ma place? Hein, quand, par exemple, la localisation d'un psoriasis au niveau des coudes, hein, le coude, c'est une articulation particulière, puisqu'on en parle. Par exemple, l'enfant qui fait un eczéma au niveau des plis du coude, il y a quelque chose qui le démange. Qu'est-ce qui le démange? Ça le démange de ne pas avoir sa mère pour lui tout seul. Hein. Il essaye il essaie d'avoir sa mère pour lui tout seul. Hein, j'ai un jeune garçon qui a commencé à développer un eczéma des plis du coude après la naissance de sa petite sœur. Hein, voilà. Alors que, donc, il y a dans cette notion du coude à la fois la question de prendre et de donner, et comme on dit, on retrouve dans les expressions, par exemple, se tenir les coudes, hein, dans un mouvement de solidarité, hein, mais aussi jouer des coudes. Eh bien, dans le psoriasis, il y a cette difficulté de jouer des coudes pour se faire sa place. Hein. Voilà. Alors, est-ce que le rhumatisme est lié à ça? Bon, c'est encore autre chose, mais si vous voulez, encore une fois, c'est pas évident de répondre à des questions générales comme cela sans avoir le contexte dans lequel les choses sont apparues. Hein. Donc, que pouvez-vous dire sur la spiruline? C'est bien, c'est riche en oligo-éléments, c'est effectivement un traitement qui peut être tout à fait intéressant pour stimuler les défenses immunitaires. Je connais de plus en plus de personnes dites bipolaires. Pouvez-vous en dire un mot? Alors, je pense qu'il faut distinguer la bipolarité, je dirais, la cyclothymie qui est classique, c'est-à-dire qu'on vit tous des moments où on est bien et puis des moments de creux, hein, et ça, c'est pas une pathologie. Euh, Ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, qui est une bipolarité donc aggravée, hein, se trouve plutôt chez des personnes qui sont quelquefois qui vivent des moments d'extase, hein, où elles sont, comment dire, pleines d'énergie, pleines de projets, et ça s'accompagne très souvent d'insomnie. Hein, elles n'endorment pas la nuit ou très peu, elles ont besoin de très peu de sommeil, et à ces moments d'intense excitation succèdent souvent des moments de creux euh, si profonds qu'elles se dévalorisent avec des idées suicidaires. Hein. Donc, si vous parlez de cette bipolarité, moi je dirais que cette difficulté vient de personnes qui ne sont pas assez ancrées dans la terre, donc elles sont trop soumises, hein, aux variations euh, psychiques, émotionnelles, parce qu'elles n'ont pas assez d'ancrage sur la Terre. Et ce manque d'ancrage sur la Terre s'accompagne souvent d'un défaut dont se plaint la famille, hein, c'est que ça leur fait perdre un peu, souvent, malheureusement, le sens des responsabilités. Hein. Ce sont des personnes qui ont du mal à assumer leurs responsabilités, souvent, et qui préfèrent vivre cette vie de l'esprit, mais en subissant des hauts et des bas, et du coup avec cette difficulté. Je ne veux pas dire que ça soit juste pour tous les bipolaires, encore une fois, on parle de généralité, je ne veux pas enfermer l'un ou l'autre dans ce type de schéma, disons que c'est simplement quelque chose que je constate. Euh,
Voilà. Et alors, une question, il nous faut clore la soirée. Joachim. Bon, oui, alors c'est sûr que bon, les questions, on ne peut pas répondre à toutes les, comme vous le voyez, on ne peut pas répondre à toutes les questions euh, en 2 mots, c'est pas possible. Encore une fois, ça demande du temps. Il faut comparer le contexte de vie à la somatisation, faire le rapprochement, et puis le faire dans un esprit de chercher la métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? Hein, en gardant cette liberté d'esprit, l'esprit suffisamment souple pour pouvoir faire des liens. Voilà. Voilà. Donc, je crois que, je crois que, Merci Philippe. oui, Ce que je oui, propose là, oui, parce que voilà, il y a c'est encore d'autres questions, mais je ne pourrais pas répondre à tout, effectivement. Oui, ce que oui, je propose, c'est je vais activer tous les micros de tous les participants et puis comme ça, tout le monde pourra se dire au revoir. d'accord, très bien, bonne idée. Voilà. Bon, qui est-ce qui commence? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci, docteur Dantas. Salut. Merci. Merci. Une expérience sympathique, Ah oui, merci. je pense. Merci. Rencontrez bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Prenez soin de vous. Et Merci. Salut. le bout du tunnel va nous ouvrir. Merci. Merci Une bonne fin de soirée. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci à tous et merci à toi, Joachim, aussi.